Parler comme je pense. Parler cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain. Le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent sur Change. Épisode 5. On en entend beaucoup parler. Client-centric, orienté client. Qu'est-ce que cela signifie pour un cabinet d'avocats ? J'ai pas mal de choses en tête. C'est vrai que ça serait intéressant que nous réfléchissions ensemble sur la question. Bon, je vais bien évidemment vous épargner mon monologue. J'ai beaucoup mieux aujourd'hui. J'ai le privilège d'accueillir Myriam Khelif et Corinne Metzger qui se sont lancés très récemment, qui ont créé leur cabinet MBDA Associés, MBDA pour Mon Bras Droit Avocat, cabinet qui pour le coup est nativement client-centric. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, nativement client-centric ? C'est bien ce que nous allons découvrir au fil de ces échanges. Bonjour Myriam, bonjour Corinne, comment allez-vous ? Très bien, et toi ? Écoutez, moi très bien, ça va, tout va bien. Je vous laisse vous présenter. Myriam, je commence. Donc moi, Corinne Metzger, j'ai 25 ans d'expérience dans la profession d'avocat. Alors au cours de ces 25 ans, j'ai eu une première partie de carrière où je me suis consacrée au contentieux prud'homal, mais côté salarié, ce qui m'a permis d'avoir une grande pratique des contentieux, à bien connaître les conseils des prud'hommes, à savoir la façon dont présenter une affaire pour obtenir gain de cause. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'intégrer un cabinet qui était spécialisé en droit public et de prendre la direction du pôle social de ce cabinet spécialisé en droit public. Alors, pourquoi un pôle social au sein d'un cabinet spécialisé en droit public? Tout simplement parce qu'il y a de nombreuses entreprises publiques qui embauchent des salariés avec l'application classique du droit du travail, mais également des petites particularités qui sont liées à leur qualité d'employeur public, c'est-à-dire ils sont redevables de la bonne gestion des fonds publics, par exemple. Ça m'a permis, au sein de ce cabinet, d'avoir une activité toujours de contentieux, mais cette fois côté employeur, mais également une activité de conseil avec des problématiques extrêmement variées. Et pourquoi est-ce que je soulignais que c'était un cabinet de droit public ? Tout simplement parce que le droit du travail, il s'applique aux acteurs publics, mais il n'est pas toujours complètement adapté à leur façon de travailler. Et ça m'a laissé l'opportunité d'innover et de faire au quotidien quasiment des raisonnements par analogie et de trouver des solutions pour des clients et adapter le droit à leurs impératifs. Et c'est dans le cadre de ce cabinet que j'ai eu le plaisir de connaître Myriam. Myriam, je te laisse te présenter. Alors donc moi je suis également avocate en droit du travail. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'au départ c'est vrai que j'avais pas vocation à faire spécialement du droit du travail. Donc pendant mes années de droit, j'avais fait un master 2 en droit des contentieux parce que ce qui me plaisait c'était vraiment de plaider, le côté un peu combatif. Donc ça j'aimais beaucoup. Et finalement c'est vrai qu'au cours de mes expériences, j'ai eu à conseiller des proches en matière de droit du travail et je me suis dit pourquoi pas aller en droit du travail et rentrer dans cette matière qui est super intéressante. Alors, également, au départ, je pensais plus aller dans des cabinets plus petits. Donc, plus petits, ça veut dire des petites structures où 3-4 personnes. Et dès le départ, j'ai été prise dans des cabinets plutôt à grande taille, donc plutôt à 70, 100, 150 personnes. Donc, c'est vrai que c'était complètement l'inverse de ce que je voulais. J'étais plutôt je me disais plutôt à défendre les salariés. Finalement, je me suis plutôt retrouvée côté employeur. Et intellectuellement, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que le côté employeur, c'est vraiment beaucoup le conseil qui m'a
énormément plu parce qu'il y avait beaucoup de techniques et surtout de la stratégie. Alors j'aime toujours autant plaider, que ce soit côté employeur ou salarié, parce que il y a le côté combatif, mais c'est vrai que le conseil c'est quelque chose qui me plaît parce que je me dis toujours qu'un bon conseil évite un mauvais contentieux, et c'est vrai que cet aspect-là me plaît énormément. Donc j'ai Mhm. commencé dans un cabinet réputé en droit de la protection sociale, donc un cabinet parisien. Mhm. C'est un peu une niche en droit du travail, hein. C'est tout ce qui est mise en place des régimes de frais de santé. Donc, c'est ce qu'on appelle communément la mutuelle, les prévoyances, les retraites, mais également tout ce qui est contentieux URSSAF. Donc, ça, c'est vrai que Mhm. c'est intéressant parce que finalement, les entreprises, elles appliquent des règles au quotidien et elles peuvent bénéficier ou non d'exonération sociale. Et si elles le font plus ou moins bien, elles peuvent se faire redresser ou pas. Et ça, défendre ça, ce contentieux-là, c'est quelque chose qui me plaît énormément aussi parce qu'il y a beaucoup de technicité. Mhm. Et après donc cette première expérience, j'ai rejoint Corinne dans ce cabinet en droit public. Au départ, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, droit public, est-ce que je vais pas encore dans une niche, alors que moi, j'avais plutôt envie d'élargir mon travail. Mhm. Et comme l'expliquait Corinne, ça restait quand même du droit du travail avec des spécificités de droit public. Et là encore, c'était hyper intéressant et stimulant puisque finalement, il y a toujours le côté où il faut réfléchir, trouver des solutions. Et ça m'a beaucoup plu. Donc c'est vrai que voilà, c'est pour ça que enfin maintenant voulu avec Corinne fonder un cabinet en droit du travail, mais plutôt dédié aux employeurs publics et privés, puisqu'on connaît très bien ces deux acteurs. Mhm. Et c'est de là où c'est né notre volonté de fonder ce cabinet MBDA. On va effectivement revenir sur votre association et sur les circonstances de la création de la structure. Mm-hmm. Mais j'ai juste envie de connaître votre, voilà, ce que vous pensez, votre constat, le constat que vous faites du marché du droit actuellement. Quelles sont les tendances que vous constatez, tant de la part des employeurs que de vos clients, tout simplement, mais également de façon générale, comme ça, voilà, qu'est-ce que vous voyez sur le marché du droit aujourd'hui? Alors clairement, le droit en général. Alors on sort en fait il y a des cycles en droit comme en histoire, comme dans toute matière, et on sort finalement en droit du travail d'un cycle. Moi, quand j'étais jeune avocate, j'avais rencontré une avocate plus expérimentée que moi qui m'avait dit: «Oh, avant l'employeur au prud'homme gagnait tout. Quand j'ai Mhm. commencé à travailler, le salarié gagnait tout, et aujourd'hui on Mhm. est sur un retour de balancier». Mhm. C'est-à-dire que les choses se rééquilibrent un petit peu et le rapport de force commence à s'inverser. Mais Mhm. les C'est vrai, avec les employeurs ont ordonnances été... Oui, je disais surtout avec les ordonnances Macron, c'est vrai que ça a un peu modifié la tendance, quoi. Voilà. Mhm. Mais les employeurs sont restés extrêmement marqués par cette période où, en gros, le salarié, s'il allait au prud'homme, avait beaucoup de chances de gagner. Mhm. Le législateur, parce qu'il y a un manque peut-être de moyens, a voulu limiter les contentieux et les recours aux juges. C'est dans cette perspective que s'est développée la médiation, l'arbitrage, etc. Mhm. Donc clairement, on est sur peut-être une volonté de baisse des contentieux en tout cas, et Mhm. d'accompagner dans le cadre de médiation. C'est d'ailleurs pour ça, moi, que depuis 1999, je suis médiatrice, dans le cadre de Mhm. modes alternatifs de règlement des conflits. Et puis, un Mhm. conflit, c'est jamais simple pour une entreprise. Ça En effet. crée des tensions, non seulement avec le salarié concerné, mais dans toute la sphère qui entoure ce salarié concerné. Donc, le but, en fait, c'est un accompagnement. Et l'avocat, il ne doit pas avoir un rôle de pompier et arriver une fois que le contentieux est né, mais il doit accompagner sur la durée et en amont les employeurs. Et c'est un peu comme ça qu'on a conçu notre cabinet. Alors Myriam, Mhm. je te laisse la parole si tu avais Oui, d'autres choses. oui, alors ce que j'ai remarqué aussi, et que ce soit là pour le côté employeur ou salarié, c'est plus, et c'est aussi ce qui a motivé la création de notre cabinet, c'est aussi Mhm. l'approche du client par rapport au coût que va le coût de l'avocat. En fait, finalement, Mhm. c'est vrai qu'il y Mhm. a un réel problème avec ça, avec le fameux taux horaire de l'avocat, où Mhm. on se rend compte que les gens ont besoin de savoir où ils vont, et on peut pas leur dire
dire bon bah voilà, je vais coûter 150 € de l'heure, 250 € de l'heure, bon peu importe. Euh, Mhm. et en fait, bah ils savent pas combien d'heures on va passer dans notre travail. Et c'est vrai que je pense que ça c'est vraiment un frein aujourd'hui pour certaines personnes et même pour des employeurs. Hein, je dirais pas seulement pour les particuliers parce que finalement, bah l'employeur veut peut-être essayer de régler ses problèmes tout seul de son côté, peut-être appeler un service SVP, peut-être appeler son premier comptable et Mhm. essayer de régler les problèmes sans appeler son avocat, là où il aurait fallu appeler son avocat et être libre d'appeler son avocat sans avoir peur de se faire facturer une certaine somme. Et c'est vrai que, comme Corinne dit, bah, tout ça, c'est des réflexions que nous, on a eues et peut-être que d'avoir vu comment les clients réagissaient, bah, nous, on s'est dit justement que on voulait avoir, on voulait créer un cabinet qui réponde plus aux attentes de nos clients. Mhm. Non, très intéressant. Effectivement, je pense que on partage ce constat. Euh, alors, du coup, on revient à vous. Du coup, pourquoi vous avez décidé de vous associer pour monter votre cabinet? Quelles ont été vos motivations et quelles sont les opportunités que vous avez décelées pour vous décider? Alors, ça a été, ça a été comme dans toute association. Une association, on dit que c'est souvent un mariage. Ça a été finalement une rencontre de personnes. Ça arrive Mhm. à un moment donné, on ne sait pas vraiment, voilà, c'est ce moment-là. On se connaissait bien quand on a décidé de s'associer puisqu'on a travaillé 4 ans ensemble. Et Mhm. on a constaté qu'on avait des valeurs communes qui sont la loyauté. C'est important, la loyauté Oui. au sein d'une équipe, au sein d'associés, avec des associés, puis vis-à-vis des clients aussi, bien sûr. Mhm. Et c'est des valeurs, l'objectivité, la loyauté, qu'on avait envie de faire partager avec nos clients, Mhm. l'utilité aussi. Mhm. On avait envie, enfin, on aime travailler aussi en expliquant les choses pour que les gens Mhm. comprennent pourquoi on leur Mhm. propose certaines solutions. On aime aussi confronter nos idées parce que on travaille jamais mieux qu'à deux. Finalement, l'avocat, c'est encore trop souvent conçu comme un métier solitaire, Oui. sachant qui fait quelque chose dans son coin et qui livre une solution à laquelle il faut croire. Moi, je crois pas Mhm. tellement en ça. Je pense que déjà le droit est complexe. Échanger avec un professionnel, donc être plusieurs dans une structure, c'est important. Pouvoir échanger Mhm. sur des matières qu'on connaît toutes les deux, c'est hyper important. Et puis Mhm. partager avec nos clients. Donc moi, Myriam, ça a été une rencontre pour ses qualités morales et puis Mhm. aussi sur le plan professionnel, Mhm. on se complète très bien parce que on couvre l'ensemble des domaines du droit du travail. Comme Myriam vous l'a dit, elle a fait de la PSC, de la protection sociale complémentaire, des contrôles URSSAF. Elle a fait avec moi, on a fait ensemble du droit collectif, du droit individuel du travail. Donc Mhm. finalement, on s'est dit, on peut offrir une offre complète, être un cabinet hyper spécialisé en droit du travail en offrant une offre complète dans ce secteur-là. Mhm. Ouais. Mhm. Myriam, tu veux rajouter Oui, quelque bah chose oui. peut-être? Alors, bah effectivement, bah je rejoins complètement Corinne. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'associe, c'est parce qu'on s'entend bien et se comprend. Mhm. C'est vrai que pour moi, c'est une vraie rencontre de. Enfin, pour moi, l'association, c'est une rencontre de personnes. Alors, c'est vrai que moi, enfin, j'ai eu la chance de travailler avec Corinne. Hein, c'était ma directrice quand on était au sein du cabinet Seban. Et ce Mhm. que j'avais apprécié, c'est que bah, c'était une personne qui était très à l'écoute, donc on pouvait énormément échanger. Et c'est vrai que moi, je vois Mhm. aussi mon métier avec l'échange, que ce soit avec bah, les gens avec qui je travaille, mais aussi avec Mhm. les clients, quoi. Parce que quelque part, bah, même quand on fait un contentieux, le client, quand on l'accompagne, si on l'entend pas, si on comprend pas son histoire, on pourra pas bien la raconter devant le conseil de prud'homme. Et de la même manière, quand on a des employeurs, bah, c'est comprendre aussi le climat social qui est instauré dans sa société, et donc Mhm. l'accompagner au mieux. C'est pas de lui dire bon bah oui, t'as tous les arguments, licencie cette personne. Non, nous on va faire une stratégie, on va lui donner un vrai conseil. Et c'est vrai que Mhm. bah, c'est ce que j'ai apprécié chez Corinne. Et c'est vrai que les valeurs humaines, moi, ça m'apporte beaucoup parce que je pense qu'on peut pas travailler avec n'importe qui. Et Mhm. en matière d'association, c'est encore plus important. C'est vrai qu'on a une profession où bah, c'est quand même une profession particulière où parfois on peut rencontrer beaucoup de gens qui ont bah, de gros égos. Donc c'est Mhm. vrai que moi j'avais besoin de quelqu'un de
humble avec qui travailler et à l'écoute. Donc pour moi, il faut pas seulement des valeurs professionnelles, hein, enfin des qualités professionnelles, pardon, mais aussi des qualités personnelles. Et je pense que je les ai trouvées chez Corinne. Et pour moi, ça, c'était du coup devenu une évidence. Enfin, c'est vrai que ça s'est fait vraiment. Petit à petit et également par pourquoi on a voulu aussi monter notre cabinet, c'est aussi ce qu'on se disait un peu au départ, c'est aussi la volonté de travailler un peu autrement, de dire que l'avocat actuellement, enfin oui, enfin nous on avait plus envie de remettre le client au centre de notre cabinet. Finalement, c'est ses attentes auxquelles on doit répondre. C'est pas c'est vraiment le côté le rôle le préventif, le avec le client, l'accompagner dès le départ. Donc, c'est ça qui nous a aussi beaucoup motivés, de se dire, on a envie d'aussi proposer autre chose, de se dire qu'on n'a pas envie que nos clients ils aient une horloge des honoraires dans leur tête qui tourne à chaque fois qu'ils nous interrogent. Enfin, voilà, c'est tout ça qui a fait qu'on a voulu monter notre cabinet. Très intéressant, l'approche centrée client et l'approche soft skills aussi, ce qui fait vos liens, ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous associez, c'est très pertinent. Vous n'avez pas eu, n'empêche, cette peur, ce risque-là qui est là de sauter dans le vide, parce que mine de rien, se lancer dans une association, en tout cas dans la création d'un cabinet, c'est vrai que c'est toujours un risque à prendre, c'est toujours pas évident. D'ailleurs, je pense que la plupart des personnes qui souhaitent se lancer aujourd'hui sont confrontées à ce risque-là. Comment vous l'avez appréhendé, vous? C'est vrai que c'est un saut dans le vide. Hein. Moi, j'avoue que j'ai pas trop réfléchi parce que ça faisait un certain nombre d'années que j'étais dans le même cabinet, puis j'avais envie de me lancer un nouveau challenge depuis assez longtemps. Mais j'avais pas envie de me lancer seule parce que voilà, c'est un métier solitaire et et j'avais envie de contrebalancer le côté solitaire de ce métier. Donc quand j'ai rencontré Myriam, quand on a installé une confiance, c'est vrai que là je me suis dit que c'était le moment de faire ce saut dans le vide avec une volonté commune qui était de dynamiser la profession d'avocat, c'est-à-dire de ne pas être de partir du besoin du client. Voilà, de pas attendre que le client nous interroge, de comprendre ses besoins, d'analyser ses besoins. Et ça, c'est grâce à l'expérience aussi qu'on connaît les besoins des clients. Et c'est pour ça qu'on a accepté de faire de se lancer ce challenge. C'était une situation qui était très confortable, avec une vraie reconnaissance des clients, mais de sortir de cette routine, même si le métier d'avocat est quand même un métier très varié. Voilà, c'était une aventure et je trouve que c'est bien. Il y a des étapes dans la vie et il faut finalement, la vie c'est fait d'aventures. Il faut accumuler ces aventures-là. On se construit à travers les aventures et j'avais envie de cette nouvelle aventure. Oui, Myriam. Alors pour ma part, il y a toujours une petite appréhension, comme le disait Corinne. Par contre, c'est vrai que moi, l'installation, ça a toujours été une évidence. C'est-à-dire que quand j'ai embrassé la profession d'avocat, je savais qu'à un moment donné, je créerais mon cabinet parce que je ne projetais pas du tout en restant collaboratrice. En revanche, c'est vrai que j'avais conscience que l'étape collaboration était importante pour se construire. Alors, pour se construire, pour avoir ces expériences, pour pouvoir justement le jour où je crée mon cabinet, avoir un retour d'expérience et monter quelque chose, un vrai projet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est toutes ces réflexions qui m'ont permis. Alors, c'est vrai qu'en plus, j'ai eu la chance de, comme je vous l'avais indiqué au départ, d'intégrer des cabinets réputés. Donc, c'est des cabinets où la charge de travail était quand même importante, où les dossiers, c'était des dossiers assez complexes. Donc, c'est vrai que ça m'a toujours poussé à aller plus loin et ça m'a permis de vraiment me former et au-delà des justement comme on disait au-delà de la connaissance du droit, c'est vrai que ça fait appel aussi à des soft skills comme tu le disais très bien. C'est-à-dire que maintenant j'ai appris à vraiment gérer le stress. Je sais que quand je commence ma journée, je sais pas comment ça va finir. Je sais que je vais avoir des urgences, va falloir les gérer. Ça c'est aussi de la réactivité, de la résistance au stress. Je pense que c'est quelque chose qui est important dans notre métier parce que beaucoup moi j'ai beaucoup de confrères qui justement n'ont pas supporté cette
cet aspect stress et qui ont finalement décidé d'aller en entreprise parce que ça leur correspondait mieux. C'est vrai que ça permet aussi de se connaître, donc voilà. Mais bon, tout ça pour dire que effectivement, pour moi, c'était une évidence. Après, je ne savais pas à quel moment. Et comme je disais, la deuxième évidence, c'était ma rencontre avec Corinne, puisque c'est ce qui a été vraiment décisif. Même si je t'avoue que la conjoncture avec la crise sanitaire, je me suis dit bon, est-ce que c'est la bonne idée? Bah oui. Voilà. Et puis après, je me suis dit que bon, je réfléchis tout le temps beaucoup. Moi, je suis une personne qui réfléchit tout le temps avant de prendre une décision. Puis après, finalement, je me suis dit il y a pas de bon moment dans la vie. Et après tout, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc je me suis dit allons-y. Puis si ça va pas, on verra. Mais j'y crois et je crois en notre association. Donc je me dis qu'il n'y a pas de raison. J'ai récemment vu un post sur LinkedIn où un monsieur disait que c'était de la folie, mais pure, de lancer sa boîte en 2020. Voilà, nous l'avons fait. En 2021, donc on est super. Ah oui, là, là, je vous rejoins complètement, c'est hallucinant. Moi, je suis dans votre cas aussi, hein, je me lance aussi, je me suis lancé en 2020, donc tout vous dire, c'est vrai que voilà, c'est une période délicate, mais en même temps pleine de challenges et c'est vachement intéressant parce que on est vraiment confronté à pas mal de choses et du coup, ça nous permet d'être agile aussi. En tout cas, si on n'était pas, mais au moins on développe cette agilité. Donc c'est très intéressant. Je constate quelque chose aussi quand même de tout ce que vous venez de me dire. Vous avez une différence d'âge qui est assez intéressante. Et je trouve que voilà, généralement les personnes que je vois, ou en tout cas les créations de cabinets que j'ai récemment vues, on est souvent sur des profils de même génération. Et d'ailleurs, je pense que c'est essentiellement la raison pour laquelle ils se lancent, parce qu'ils ont à peu près le même âge, même peut-être même vision effectivement. Mais vous, je vois qu'il y a un gap. Et je me demandais, est-ce que cette différence d'âge constituerait pour vous un atout pour le business et vis-à-vis de vos clients aussi? Alors, en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que c'est pas du tout une difficulté, parce que ce qui importe dans la vie, c'est d'être sur la même longueur d'onde. Alors, c'est d'avoir la même vision, et là, on s'est assuré au départ qu'on avait la même vision. Il y a des gens qui pensent que dans un couple, or voilà, une association, encore une fois, c'est un peu comme un couple. Il faut se ressembler pour bien avancer. Je suis pas complètement certaine qu'il faille se ressembler. Finalement, la dissemblance, c'est moteur aussi. Et, Oui. à partir du moment où on sait s'écouter, on sait se comprendre. Et nous, on a pensé que cette dissemblance, cette différence d'âge, c'était un atout, parce que c'est un bon cocktail qu'on peut apporter à nos clients, c'est-à-dire d'un côté le dynamisme de quelqu'un de plus jeune, de l'autre côté l'expérience, et finalement on offre cette complétude, dynamisme et expérience à nos clients. Donc moi en tout cas, j'ai pas du tout vécu cette différence d'âge comme un frein, mais plutôt comme un atout. Elle permet d'avoir un panel assez large, de s'adresser à une jeune pousse avec un langage jeune pousse, parce que Myriam est jeune et dans cet univers-là, ou à une clientèle plus institutionnelle, parce que c'est aussi des codes que je connais. Très intéressant. Myriam? Oui, je partage tout à fait ce qu'a dit Corinne, hein. C'est vrai que je trouve que c'est un atout finalement d'être de différentes générations. Puis c'est surtout que finalement, nous, on a quand même une vraie vision commune sur ce qu'on veut. On s'est beaucoup parlé avant de pouvoir de créer notre cabinet. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, je pense que pour des clients, c'est aussi rassurant d'avoir quelqu'un qui a plus d'expérience. Bon, moi aussi, j'ai de l'expérience, même si je suis jeune, mais c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir, pour le client, de pouvoir aussi avoir un miroir, hein, quelque part, de se dire, voilà, j'ai quelqu'un de plus expérimenté, plus mon âge, et puis de l'autre côté, peut-être que des gens un peu plus jeunes auraient envie de plus s'adresser à moi. Mais je pense que finalement, même des gens plus âgés pourraient s'adresser à moi et vice versa. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est la vision commune qui fait que voilà, on a décidé et on trouve pas que ça soit un frein en tout cas, mais plus un atout. Ouais. En tout cas, c'est un faux problème là, tant vis-à-vis des clients que au sein de notre structure. Alors, votre structure, parlons-en. Donc, du coup, c'est un cabinet physique ou c'est un cabinet 100% en ligne? Comment vous êtes organisé?
Alors là, la question, c'est vraiment, ça illustre quand même aussi notre diversité et l'équipe qu'on nous cherche. Pour le coup, c'est vrai que peut-être que la question d'âge, c'est plus là-dessus et l'atout que ça apporte, c'est plus là-dessus parce que c'est vrai que on va avoir des visions parfois qui se complètent, comme le disait Corinne. C'est vrai que moi, je trouve que les choses se digitalisent beaucoup et c'est quand même super de pouvoir avoir beaucoup de choses accessibles en ligne. Donc c'est vrai que moi, j'ai tendance à vouloir aller plus sur tout ce qui est visio, accès direct au dossier par les clients. Donc c'est vrai que nous, on essaie de mettre en place tout ça. Corinne aussi, elle adhère totalement et c'est vrai qu'en plus, ça fait des coûts de structure qui sont moins importantes et donc qui impactent moins le prix pour les clients. Donc c'est vrai C'est à le dire. voilà, donc nous, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Puis on se dit que finalement, le fait d'être aussi beaucoup accessible en ligne, enfin, c'est vrai que nos clients, nous, ils ont souvent nos lignes directes parce qu'on se dit, voilà, il y a le standard, mais c'est vrai que c'est bien quand il y a des clients qui sont habituels, qui ont besoin de nous voir directement, c'est important pour nous. D'ailleurs, dans nos offres, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais dans nos offres, on prévoit justement de pouvoir nous appeler assez facilement. Et c'est vrai que tout ce côté immatériel et tout ce qu'on nous offre, finalement, il y a pas mal d'outils qui sont en train de se mettre en place et nous, on essaie de les exploiter au maximum. Donc, c'est vrai que peut-être que, on s'oriente, on reste un cabinet d'avocats classiques, mais on s'oriente vers le maximum d'outils digitaux. Après, c'est vrai que c'est quand même aussi important de rencontrer le client et ça, c'est vrai que Corinne, c'est c'est un point sur lequel on avait bien discuté. Oui, Corinne? Oui, moi, en tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, et particulièrement pour en revenir sur création d'entreprises, accompagnement des entreprises en 2020 avec la crise actuelle, création d'entreprises, c'est qu'en fait, une entreprise aujourd'hui, elle a besoin de réactivité, de rapidité. Et ce qui offre cette réactivité, cette rapidité, ce dynamisme, c'est les nouveaux moyens numériques, la visio. On a un problème que là qu'on organise. Alors, il y a le téléphone, mais il y a aussi la visio. On peut partager l'écran, montrer des pièces, etc. On peut travailler tout de suite sans accroître des temps, sans aller sur des temps de déplacement. Je vous fixe un rendez-vous, etc. C'est cette immédiateté qu'on offre à notre client et qui est hyper importante. Et puis aussi, il y a des clients où c'est moins urgent ou qui ont envie de nous rencontrer physiquement. On a aussi conscience de l'importance de rencontrer les gens dans des bureaux et finalement, on a mixé un peu les deux aspects, le cabinet traditionnel dans un bureau et puis offrir aussi tous les outils numériques et surtout les mêmes outils numériques que nos clients, leur offrir ces outils-là, c'est-à-dire Teams, les choses que tout le monde emploie actuellement. Très important en plus. Tu as dit utiliser les mêmes outils que ceux de vos clients, c'est très important parce que c'est vrai qu'il y a ce parallélisme là qui permet aux clients de se projeter, de voir que vous travaillez de la même façon et ça rassure énormément. Quelle est votre cible aujourd'hui et comment vous l'avez définie? Alors, Myriam, tu commences? Oui, c'est vrai que nous, la définition, elle est venue assez naturellement par notre expérience finalement. C'est vrai qu'on notre cabinet s'adresse essentiellement aux employeurs, donc qu'ils soient de droit public ou de droit privé. Donc c'est ce que je disais au départ, c'est un peu paradoxal parce que moi, comme je disais, j'avais fait un master contentieux et je me dédiais plus au départ à la gestion des relations individuelles de travail, ce que j'aime toujours faire et ce que je fais toujours avec grand plaisir. Mais c'est vrai que c'est plutôt en conseillant les entreprises, les acteurs privés, que j'ai apprécié vraiment ce rôle de facilitateur de l'avocat et ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, ce que j'apprécie, c'est vraiment ne pas être l'avocat pompier qui vient quand le problème est là, quand tout est en feu, mais finalement de pouvoir anticiper et de pouvoir éviter que ce feu puisse démarrer. Et c'est pour ça que j'adore intervenir en amont. Et je trouve que c'est intéressant d'être ce premier interlocuteur de l'avocat des employeurs, parce que finalement, nous, on a une retour d'expérience qui leur permet de leur donner des conseils judicieux.
Corinne? Oui, donc finalement, enfin, notre cible, c'est les gens qu'on connaît. Alors, les gens qu'on connaît, c'est les employeurs publics et privés. Mhm, On aurait pu se dire, on s'est posé la question, puis finalement, on a abandonné. Est-ce qu'on cible une clientèle particulière, type, bah voilà, les employeurs, le secteur BTP, en disant on vous connaît hyper bien, vous le BTP, etc. On mhm, l'a pas fait parce que moi, au cours, et Myriam pareil, on a travaillé dans des secteurs extrêmement variés, dans l'économie sociale et solidaire, dans les offices, dans le logement social, dans le BTP, enfin dans plein de secteurs, dans les laboratoires d'analyse médicale, dans plein mhm. de secteurs extrêmement variés. Et finalement, le constat qu'on fait, c'est que les problèmes juridiques, ils sont quand même identiques. Oui. Et c'est plus la qualité d'écoute qui nous permet d'accompagner notre client, plus que la connaissance technique d'un secteur particulier, parce qu'en réalité, elle n'existe pas vraiment. Donc, Mhm, partant de ce constat-là, on s'adresse à tous les employeurs publics ou privés, moyenne structure, grande structure, mhm, qui ont conscience que, alors pour les petites et moyennes structures, que leur expert comptable ne peut pas tout, que finalement mhm, un conseil juridique c'est un conseil juridique et c'est pas un conseil d'un professionnel du chiffre, et que mhm, ils ont besoin d'un accompagnement, d'une réponse juridique et stratégique, et qu'il n'y a que l'avocat qui a ce retour d'expérience sur l'accompagnement stratégique et juridique, bien entendu. mhm, Voilà, donc on s'adresse aux gens et aux employeurs pour qui un simple service SVP, parce que je sais que beaucoup de gens font appel à un service SVP, c'est pas mhm, suffisant, parce qu'ils auront une réponse ponctuelle avec des interlocuteurs qui changent à chaque fois, mhm. et que finalement une problématique d'entreprise, comprendre. En fait, ce qui est important dans notre métier, c'est de donner une réponse juridique, mais c'est aussi de comprendre ce que l'employeur veut mettre en œuvre dans sa stratégie RH. Et c'est Oui. de, de l'accompagner dans la mise en œuvre de cette stratégie RH, dans sa vision de la gestion des problématiques RH. Et ça, c'est Mhm, ni un expert comptable, ni un service SVP qui peuvent le faire. C'est simplement l'avocat. Et c'est ce qu'on mhm. peut offrir à tout type d'entreprise, privée ou publique. C'est l'accompagnement dans la mise en œuvre de la stratégie RH. Un petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le Juriste de demain, une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business, technologiques et soft skills dans l'industrie du droit. N'attendez pas, la création de compte est totalement gratuite. Rendez-vous sur lejuristededemain.com. Ok, c'est très clair. Quelles ont été vos étapes de création? Aujourd'hui, vous vous êtes lancé, donc vous avez votre site internet, vous avez mis en place la structure. Comment se sont opérés ces choix et comment vous avez géré justement ces étapes? Comment vous avez fait? Alors, la première étape, c'était vraiment de discuter. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps à discuter et à réfléchir à quel projet on voulait réellement. Et ce Mhm. qu'on a dit tout d'abord, c'est de savoir si on était sur la même longueur d'onde. Donc une fois qu'on a défini notre projet, on Attendez, attends, vous avez discuté pendant combien de temps? Un certain temps. ouais, ouais. C'est très important Non, mais en fait, nous, parce que si vous mettez 2 ans pour discuter, c'est pas bon du tout. non, mais c'est vrai qu'on a pris le temps de discuter, mais surtout, en fait, on a posé, parce que nos réflexions, on avait des Mhm, idées et en fait, on les a posées. Comme je disais tout à mhm, l'heure, on a quand même créé des formules d'abonnement particulières, et ça, il a mhm, fallu en discuter, en réfléchir, le poser. Même enfin, pour créer notre structure, le choix de la structure, est-ce qu'on prend une CELAR, est-ce qu'on prend une harpie, est-ce qu'on prend une autre forme de société? C'est vrai mhm, qu'on était aussi, on se disait, est-ce qu'en long terme, on va aussi peut-être créer des activités accessoires mhm, par rapport au métier d'avocat. Alors du coup, on mhm. fait réfléchir aussi à tout ça. Est-ce qu'on va prendre une SAS? Donc c'est vrai que ça nous a quand même pris du temps de réfléchir là-dessus. Puis c'est vrai que nous, on est assez pointilleuses toutes les deux. Donc du coup, Et, et puis la oui.
Corinne. Moi, la première réflexion aussi, c'est peut-être que on prend pas toujours le temps de la formaliser, mais la première réflexion qu'on a eue, c'est quelles sont les attentes de nos clients. Euh, C'était ça. Mhm. Finalement, on avait le sentiment que l'avocat donnait quelque chose peut-être de parfois pas totalement satisfaisant et c'est pas lié aux qualités professionnelles, aux Mhm. entreprises. Donc, notre première réflexion, alors ça nous a pris, quand je dis en plaisantant, un certain temps, mais on le savait de façon intuitive, mais on l'a posé aussi, on l'a écrit, c'est quelles sont les attentes du client. Et aujourd'hui, les attentes du client, c'est une réponse, c'est pas des consultations de 20 pages où on donne toute la jurisprudence, etc. C'est une Mhm. vision, c'est une synthèse avec des objectifs et un aspect un peu didactique Mhm. où on explique cette synthèse, mais pas nécessairement avec un pavé, 20 pages d'écriture. Donc on est parti finalement de l'attente des clients pour Mhm. définir notre projet. Et c'est vrai D'accord. que c'est ce qui a été intéressant parce que finalement, en fait, au départ, c'était des simples discussions en se disant, bah, comment on fait notre travail? Est-ce que ça répond vraiment aux demandes des clients? Parce que c'est vrai que, bah, dans beaucoup de cabinets, c'est vrai que l'habitude, c'était de faire des consultations qui peuvent faire 10 pages. Et alors que le client, lui, tout ce qu'il veut, c'est une réponse opérationnelle. Donnez-moi ma réponse, quoi. Donc, c'est vrai que c'était partir de là. Aussi, après, par rapport au coût, comment il peut se sentir, bah, le win-win, hein. Enfin, quelque part, Mhm. il faut pas qu'on soit perdant, mais en même temps, lui aussi, il a besoin de s'y retrouver. Donc, c'est vrai que, comme dit Corinne, c'était l'idée de départ, c'était qu'est-ce que veut le client? Et je pense qu'on a construit vraiment notre cabinet à partir de cette attente du client. Mhm. Sur le choix de la structure, quels ont été les enjeux pour vous sur le choix de la structure, c'est-à-dire Oui, oui. ne pas choisir la CELARL ou choisir la SAS ou ne pas choisir une telle autre forme. Quels ont été les enjeux pour vous? Alors là, les enjeux, c'est qu'on voulait une structure qui soit suffisamment évolutive, où on puisse faire autre chose que strictement du conseil d'avocat, c'est-à-dire peut-être faire des services en ligne. Donc ça a été un des premiers enjeux. Et puis après, Mhm. ça a été un enjeu où on a là encore, notre différence d'âge fait qu'on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes objectifs à Mhm. moyen et long terme. Donc c'est entendre chacune ses objectifs, l'évolution Mhm. dans la vie personnelle, Mhm. voilà, la maternité, etc. Et donc on a cherché une structure qui apporte un maximum de garanties à l'une et à l'autre, en Mhm. comprenant les intérêts de l'une et de l'autre et en trouvant le point d'accord, mais qui s'est Est-ce qu'il y a trouvé eu des facilement, points, assez est-ce naturellement. Est-ce qu'il y a eu des points justement de friction où là, les intérêts, en fait, ça n'allait pas du tout et vous vous êtes dit non, mais là, en fait, ça va pas. Moi, je suis pas d'accord. À quel moment, comme ça, à titre d'exemple, il y a eu ce genre de réaction? Alors pour le coup, nous on n'a jamais de friction parce que Ouais. c'est vrai qu'on Mhm. parle beaucoup et c'est vrai que en fait on comprend que chacune a des intérêts différents. Mhm. Typiquement, bah je sais pas, par exemple par rapport à l'imposition qui peut être menée dans une société, bah c'est vrai qu'on n'a peut-être pas les mêmes attentes à cet instant T. Peut-être qu'on les aura plus Mhm. tard, mais voilà, c'est des choses comme ça. Mais c'est vrai que nous on s'est dit que on fait un cabinet ensemble, mais il faut être transparente l'une et l'autre. Enfin, c'est comme dans un couple, comme disait Corinne, hein, quelque part Mhm. faut communiquer et être transparent. S'il n'y a pas de communication, si on peut pas communiquer sereinement, si on peut pas être transparent, bah c'est là où ça crée des frictions. Et c'est vrai qu'entre nous, bah je pense qu'il y en a pas. On a cette chance-là. On n'a Ça pas, va durer comme ça, mais c'est vrai que ouais, on a plus discuté et on s'est dit bah on s'est dit clairement nos différences. Hein. Corinne, La rédaction du pacte d'associés, par exemple, qui matérialise justement voilà. ces intérêts. Comment ça s'est passé? Alors juste, c'est vrai que ça, c'est ce qu'on s'est dit. Le pacte d'associés, c'était important pour nous. Mhm. Donc du coup, c'est vrai qu'on s'est dit de mettre, bah, comme disait Corinne tout à l'heure, s'il y a par exemple une grossesse, s'il y a une maladie aussi, parce qu'on ne sait pas de quoi est faite la vie, bah vaut mieux le Mhm. poser en amont justement, parce que c'est un peu, bah là encore, hein, comme dans les mariages, bah le contrat de mariage, c'est bien parce que finalement, bah les choses sont posées en amont et ça évite que plus tard, bah, dans 10 ans, si on change d'avis, si on change, enfin je sais pas, là, on est honnête l'une envers l'autre et c'est vrai que vaut mieux le poser. On pose les choses et en fait, le fait de poser, bah, ça évite
de se reposer des questions plus tard, je pense. Ouais. Corinne? Et je crois que en fait, les deux choses qui ont gouverné, c'est l'honnêteté, le bon sens, et finalement le pacte d'associés, ce qu'on pose, c'est les conséquences de cette réflexion sur qu'est-ce qui est honnête l'une vis-à-vis de l'autre, et qu'est-ce qui est logique de bon sens quand il y aura un incident de la vie ou un incident heureux, hein, quel qu'il soit, Mhm. maternité, maladie ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui est de Mhm. bon sens et qu'est-ce qui est honnête par rapport à des personnes qui ont comme volonté commune et comme première volonté de construire un projet en commun. Et c'est comme ça Mhm. qu'on a réfléchi à la fois au choix de la structure et à la rédaction de notre pacte d'associés. D'accord. Et du coup, sur comment vous êtes organisé aussi vis-à-vis des clients actuels que vous avez, que vous aviez aussi d'ailleurs pendant pendant toute la période de réflexion, parce que vous avez dû gérer vos clients en même temps. Comment vous avez géré vos temps justement entre le boulot qu'il faut faire pour les clients et en même temps le boulot qu'il faut faire pour lancer le cabinet. Donc, comment vous avez pu justement réunir les deux et y arriver? C'est clair que à un moment donné, c'est chronophage, hein. On a des clients, encore une fois, on a conscience qu'ils ont des délais et leurs délais sont les nôtres, donc on doit réagir, on doit être réactive vis-à-vis de nos clients. Et puis il y a aussi Mhm. le lancement de notre cabinet, donc c'est quelque Mhm. chose de difficile à concilier. Mais Ouais, comme c'est on ce que je me dis, avait ça prend beaucoup de temps et en même temps, c'est des ouais, choses sur lesquelles vous pouvez pas passer, quoi. exactement. Alors, comme on avait l'habitude de travailler ensemble, finalement, la répartition, prendre le relais l'une l'autre, parce que c'est une question de relais. Il y en a une qui est plus en contact avec un client, qui va devoir rendre des consultations. L'autre fait un travail plus administratif ou de lancement du cabinet. On se passe des Mhm. relais, mais on se les passe de façon assez naturelle, finalement, par cette habitude de travail qu'on avait depuis plusieurs années. Mhm. Et j'imagine du coup que vous utilisez pas mal d'outils. Quels seraient, si vous avez des exemples à donner, quels seraient ces outils et en quoi ils vous facilitent la vie aujourd'hui? Les outils, c'est que déjà, on fait beaucoup de visio, toutes les Mhm. deux. Oui. Quand, Mhm. voilà, de visio sur Teams, où on travaille sur les documents ensemble. Enfin, je ne veux pas faire de la pub non plus pour Mhm. Microsoft, mais Non, oui, on peut c'est travailler pas grave. ensemble sur des documents. Notre espace de travail, il est totalement partagé. Alors partagé avec nos clients, ça, bien sûr, mais aussi, enfin, en partie partagé avec nos clients, mais surtout, on le partage entre nous, donc on peut intervenir, on met les recherches sur un espace de travail partagé, donc on peut Mhm. totalement prendre le relais l'une de l'autre grâce aux moyens numériques qu'on a aujourd'hui. Mhm. On veut aussi avoir la même connaissance des dossiers l'une que l'autre pour que le client ait Mhm. toujours quelqu'un comme interlocuteur. Et donc les moyens numériques nous le permettent. Donc on les utilise. Mhm. N'hésitez pas hein, à donner des noms parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment aussi de permettre à ceux qui, justement, ne connaissent pas du tout ces outils, et franchement, je pense qu'il y en a beaucoup, d'avoir justement des tips de votre part pour justement pouvoir se dire, OK, j'arrête de chercher, ils utilisent ça, donc je vais utiliser pareil. C'est clair Euh, que c'est, ouais, C'est clair c'est, que c'est- Teams, vous avez la visio, vous avez le partage de documents, vous avez tout le traitement de texte entre guillemets Mhm, classique. mhm. C'est un outil qui est complet et hyper opérationnel pour un avocat. Mm. En effet. En effet, Myriam? Oui, oui, je partage tout à fait ce que Corinne dit, hein. C'est vrai que nous, on avait coutume d'utiliser des logiciels spécifiques aux avocats et finalement, quand on a décidé de créer notre cabinet, on a utilisé Teams parce que c'était un outil qu'utilisent beaucoup de sociétés et on s'est rendu compte que en l'exploitant comme il faut, on n'a pas besoin de prendre spécialement un logiciel avocat et que après, c'est une question d'organisation aussi, mais Mhm, d'utilisation, d'exploitation de l'outil en fait, parce qu'il y a
quand même énormément de choses qui se créent. Et c'est vrai que nous, on travaille très bien. Et en plus, c'est vrai que d'avoir la visio, même en ce temps de confinement, nous, c'est vrai que ça nous permet tout le temps d'échanger ensemble et de jamais se sentir seul. Finalement, c'est vrai que on se parle minimum une fois par jour et du coup, c'est vrai qu'on se sent jamais seul. Donc ça, c'est les outils. Ok. Voilà. Et d'un point de vue marketing et communication, vous savez, c'est vraiment cette logique-là. La plupart des cabinets qui se créent, ils essaient de faire un peu de bruit sur Internet, donc du coup, c'est vrai que ça leur permet d'avoir une visibilité à un moment donné, les Ouais. spotlights sur le cabinet. Oui. Et vous, comment ça va se passer? Bon, bien évidemment, j'entends que ça va être bien parce qu'effectivement le podcast que l'on fait, ça va aussi mettre la lumière sur vous. En tout cas, je l'espère. Mais comment vous avez pensé la chose? Comment vous avez pensé la démarche vis-à-vis des réseaux sociaux? Comment vous êtes organisé sur ce point? C'est vrai que nous, on exploite et on a envie d'exploiter encore plus les réseaux sociaux parce que je pense que c'est un moyen aujourd'hui de communiquer avec les clients. Donc c'est vrai sur les différents réseaux sociaux, faire des chats aussi sur les réseaux. On faisait déjà beaucoup de webconférences et ça, on va le continuer. Nous aussi, on publie pas mal dans des revues spécialisées. Et là, d'ailleurs, en décembre, donc on a publié, enfin, on va publier une revue qui s'appelle Cahier des DRH. Donc, c'est un numéro spécial rédigé entièrement par notre cabinet. Et c'est sur les restructurations et toutes les tips dans les restructurations. Donc, ça peut être voilà aussi un moyen de se faire connaître et de communiquer. Donc, c'est vrai que c'est des choses. Donc aujourd'hui, vous prévoyez d'être sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Vous allez être partout là. Ça va être énorme en termes de charge de travail. Vous allez poster, vous allez. Comment ça se passe? Comment vous le pensez? Alors c'est vrai que moi, ce qui paraît important de nos jours, c'est le réseau des professionnels, c'est LinkedIn. Donc bien sûr, le premier réseau social qu'on utilise, c'est LinkedIn. Après, les vecteurs classiques, c'est-à-dire les publications professionnelles, comme le disait Myriam, on a publié beaucoup d'articles depuis de nombreuses années. On est reconnu par ces publications-là. Donc les publications classiques. Et puis après, effectivement, alors Myriam, elle a déjà fait des lives Instagram. Ça sera des choses qu'on va développer, mais on peut pas être sur tous les fronts. Enfin, la première des choses, c'est aussi de répondre aux clients. Donc, LinkedIn, les publications, les revues spécialisées, les conférences, les flash informations qu'on va donner à nos clients parce que comme je le disais, on a fait le choix parce qu'on pense que c'est un choix pertinent, que ça n'a pas de sens d'avoir une niche sur un type de profession donnée. On a de faire des flash infos à nos clients, mais en mettant l'accent justement sur leur spécificité, si c'est des gens de l'économie sociale et solidaire. Donc d'adapter nos flash infos à nos différents clients, voilà, leur offrir un service webconférence, flash info, présence sur LinkedIn pour beaucoup de réactivité, et puis aussi l'assise de revues spécialisées. C'est vrai que c'est intéressant et j'ai fait exprès d'insister sur ce point parce que la question entre les lignes que je vous pose, c'est comment vous comptez acquérir vos nouveaux clients. Est-ce que vous comptez justement développer votre clientèle sur la base de ce que vous faites, de ce que vous avez acquis aujourd'hui, à savoir le réseau, ou est-ce que vous comptez justement utiliser les réseaux sociaux comme levier pour aller chercher des clients? C'est vrai que c'est toute la question en fait. Qui est lié aussi au marketing et à la communication. On espère, hein, en s'investissant aussi dans les rédactions, les choses comme ça. Effectivement, on espère toujours de pouvoir lever avoir des contacts avec les clients et que ça se transforme surtout en réels clients et pas seulement en prospects. Oui. Je pense que ça c'est un peu l'idée quand même de ce. Et puis je pense qu'il faut aussi, on est dans une société, enfin où il faut aller au devant des gens aussi. Donc le réseau social, c'est un moyen d'aller au devant des gens,
Mais il y a Mhm. aussi voilà, d'autres moyens plus immédiats de rencontrer des gens. Mhm. C'est s'intéresser à eux, les appeler, etc. Voilà. En effet. En effet, en effet. On va parler modèle économique. D'accord. Comment vous gagnez de l'argent? Comment vous êtes organisé en conséquence? Bah, comme on l'a dit, hein, et je pense que c'était, enfin, notre modèle économique, comme on le construit, on a voulu se mettre à la place du client. Donc, c'est vrai qu'on a construit Mhm. vraiment notre modèle autour de ses attentes. Et Mhm. c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qui nous a toujours étonné, c'est un peu le fait que l'avocat, ça soit quand même le seul prestataire de service qui propose toujours à ses clients de travailler selon un coût horaire sans estimation du volume d'heures. Donc, Mhm. on comprend que ça soit pas rassurant pour le client. Et en Mhm. plus, on a quand même conscience que ça peut être vraiment un frein au recours à un avocat. Donc, c'est vrai que partant de ce constat, on s'est dit il faut créer quelque chose qui sort de ça. Et c'est surtout, on s'est dit finalement, c'est vrai que ce côté taux horaire, nous, ce qu'on veut, c'est que le client, il paye juste la plus-value qu'on va lui apporter. Parce que finalement, un avocat qui va être moyen, il va pouvoir passer 10 heures, quand un excellent avocat, va passer 1 heure sur le même travail pour donner la même réponse. Donc, on s'est dit, Mhm. c'est pas Mhm. au client de supporter ça. Finalement, qu'on soit excellent ou qu'on soit moyen, c'est pas lui. Lui, ce qu'il veut, c'est sa réponse. Et nous, ce qu'on fait payer, c'est la réponse. Donc, c'est vrai que c'est en partant de ce postulat qu'on a vraiment réfléchi à un modèle économique. Et en fait, on s'est dit, il faut que les clients en général, ils soient conscients du prix qu'ils vont devoir payer pour la prestation. Et c'est dans ce Mhm. sens-là où on a prévu de proposer des abonnements euh, Mhm. pour pouvoir déjà travailler dans la durée avec nos clients, mais qui puissent Mhm. eux aussi budgétiser à l'année les services de leur avocat. Mais on a Mhm. aussi mis en place des forfaits pour ceux qui sont pas spécialement envie de s'engager dans un abonnement, mais plutôt dans un forfait. Mais en tout cas, Mhm. toujours avec l'idée que le client puisse avoir, en tout cas, l'idée du budget qu'il va engager. Mhm. Donc, Corinne? voilà, l'idée, c'est d'offrir un service illimité et qu'il y ait une ligne budgétaire pour une entreprise. Elle a sa ligne service avocat. En début d'année, elle sait combien ça va lui coûter pour toute l'année. Et elle a son budget avocat, comme elle aurait un budget, elle connaît le coût d'une DRH. Si elle embauche une DRH, elle connaît le coût de son avocat. Elle a ce budget et nous, on offre un service illimité. Et Quand finalement, vous dites service, que- quand excuse. quand vous dites service illimité, vous pouvez en dire un peu plus? Comment ça marche? C'est-à-dire, je souscris à vos services et je peux vous appeler tout le temps. Je peux. Comment ça se passe en fait? Alors finalement, c'est le côté service externalisé de l'avocat. Donc nous, on a prévu différents abonnements qui répondront aux besoins de chaque client. Donc par exemple, la première offre, c'est l'offre confort. Donc c'est typiquement la possibilité d'avoir une hotline entre guillemets d'avocat. Donc vous appelez votre avocat dès que vous en avez le besoin, et puis on échange, on essaie de vous donner le conseil adéquat et surtout la stratégie à adopter. Ensuite, vous Mhm. avez d'autres offres plus construites en tout cas. Mhm. Donc différentes offres et qui peut alors l'illimité surtout, c'est-à-dire on va vous faire tous vos actes. Donc c'est vraiment à choisir par le client, mais il y a Voilà, c'est un service à la carte. En fait, c'est un service déjà, ça passe par une première phase qui est une phase d'écoute des besoins, de Mhm. définition avec notre client. On part toujours du client, ça paraît une évidence, mais qui Oui. est malheureusement pas une évidence toujours partagée. Mhm. Donc on passe d'une écoute du client, d'une écoute de ses besoins. On tombe d'accord avec lui sur ce qu'il souhaite, et à partir Mhm. de là, on lui fait une proposition tarifaire avec soit du totalement illimité, soit, comme Mhm. l'indiquait Myriam, plutôt du phoning, des réponses téléphoniques ponctuelles. Voilà, Mhm. c'est à partir des besoins du client qu'on fait une proposition. Non, c'est très intéressant parce que je regardais votre site et effectivement, j'ai compris que vos offres d'abonnement, c'était des sortes de Canva. Et ensuite, en fonction des besoins du client, puisque vous commencez par ça, vous proposerez effectivement un Canva avec un tarif qui va être adapté finalement aux besoins de l'avocat. Et en ce sens-là, je trouve cela très pertinent.
En tout cas, ça permet vraiment aux clients de pouvoir se projeter et d'avoir un service sur mesure. Donc c'est très intéressant. C'est super. Et à côté de ça, à côté des abonnements, vous avez construit, il y a d'autres offres que vous proposez ou c'est juste la logique d'abonnement? Ah ben non, on est. Moi, je suis l'aspect classique de l'équipe. Mais bien sûr, si un client souhaite travailler au forfait, ben bien sûr, on propose. Alors, quand même, l'objectif, c'est que le client sache toujours où il va. Mhm, Donc s'il a une mhm, problématique, on lui proposera bien sûr un forfait pour qu'il sache mhm, combien ça va lui coûter à l'avance et qu'il parte en mhm, connaissance de cause. Après, s'il y a, voilà, c'est surtout abonnement forfait. S'il y a vraiment quelque chose de très ponctuel et qu'un client nous dit mais je voudrais vraiment que vous fassiez un tarif horaire, bon, bah, on le fera, mais c'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est que le client, et je pense que ça répond aussi à ses objectifs à lui, c'est mhm, lorsqu'il nous appelle, lorsqu'il nous consulte, de savoir exactement là où il va, donc devis préalable, forfait, abonnement. mhm. Alors, justement, parlons-en un peu du client. Quelle est votre approche de la relation client aujourd'hui? Bah, c'est ce on a un peu dit bah, Oui. là, mais effectivement, notre approche, c'est vraiment l'écoute en premier. Donc, le fait d'être disponible et surtout de répondre à ses besoins, mais sans, enfin, le côté pédagogique quelque part. Quand il veut une réponse, et ben, on essaie d'être concis, mais à la fois pédagogique pour que lui, il puisse savoir ce dont il a besoin. Et c'est surtout le côté où bah, le fait qu'il puisse nous joindre et la certitude qu'il puisse être rappelé dans l'heure. Donc quand il nous appelle, ben nous c'est vrai on a envie de lui rendre ce service-là parce que bah enfin quand un client appelle, c'est qu'il a besoin de nous. Donc si on Mhm, met 2 jours à le rappeler, c'est pas le but non plus quoi. C'est vraiment de mhm, pouvoir être quand même disponible. Et je pense que c'est ça notre approche, l'écoute, la disponibilité et la réactivité. Voilà. mhm, Et puis aussi, on a conscience que on ne fait bien que ce qu'on connaît bien. Donc, en l'occurrence, nous, c'est le droit du travail. Parfois, on peut toucher la problématique du client dépasse un peu le cadre du droit du travail. Donc, on a construit aussi un réseau avec des confrères qu'on connaît bien, dont on connaît les qualités professionnelles, pour pouvoir proposer un service complet à nos clients en mhm, transversalité, pour pouvoir travailler facilement en transversalité lorsque la problématique le nécessite. mhm. Ok, c'est très clair. Vous êtes très centré client et c'est très très bien. Je pense que c'est dans l'air du temps. C'est exactement, je pense, la façon de développer une structure. Client centricity, c'est comme disent les anglo-saxons. Les anglo-saxons. Dans votre quotidien, parce qu'on arrive effectivement au bout du podcast, mais j'aimerais juste que vous puissiez donner quelques tips d'organisation à nos auditeurs. Dans votre quotidien, comment vous êtes organisé aujourd'hui pour justement assurer la gestion du cabinet et en même temps le développement? Est-ce que vous avez mis en place des rituels en fait? Bah, c'est ce que disait tout à l'heure Corinne. C'est vrai que nous, on a déjà eu, enfin, la chance de travailler avant ensemble, donc on se connaît bien et on a un peu gardé notre rituel. Donc c'est vrai qu'en début de semaine, on a tendance à faire un point sur l'activité, donc sur les dossiers en cours, sur ce qu'il y a à gérer, sur les audiences en cours, et donc on se repartit un peu le travail comme ça. Mhm, C'est vrai que le métier d'avocat, bah, il est tout sauf répétitif. Donc, on peut commencer une journée d'une certaine manière et puis avoir une urgence à gérer. Donc, c'est vrai qu'on s'organise en fonction de ça et on a l'habitude de prioriser et puis de se répartir le travail assez intelligemment toutes les deux. mhm. Voilà. Corinne? Oui, bah, tout à fait. Enfin, pour répondre aux attentes des clients, on priorise, on se répartit le travail pour être efficace. On fait un point en début de semaine. On a aussi l'habitude de regarder, bien sûr, d'être à jour, d'être à la page. Donc, on regarde Mhm, mhm, l'actualité juridique, ce qui intéresse nos clients pour leur faire des petits flash infos, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ce qui les intéresse. mhm, Et puis voilà les choses. La, la question, elle revient à la répartition des tâches et c'est toujours un passage de relais, c'est toujours un relais en fait. mhm, Il faut jamais vis-à-vis tant du client que de notre cabinet, il faut jamais qu'il y ait de coupure et donc on se passe continuellement le relais. effectivement. Effectivement, on est arrivé à la fin. Peut-être une dernière question.
Et là, pour le coup, on va prendre un tout petit peu de hauteur parce que c'est vrai que j'aimerais bien vous entendre sur les problématiques actuelles ou en tout cas les problématiques à venir. Comment vous voyez aujourd'hui enfin aujourd'hui plutôt demain, la justice au regard de justement ce qu'on appelle la justice prédictive. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que cela vous inspire, vous, aujourd'hui? Et comment éventuellement vous voyez l'impact que ces outils-là pourront avoir dans la distribution de la justice? Alors, la justice prédictive, on avait, on avait avant des bases de données pour connaître Mhm, notamment sur les préjudices corporels à mhm, peu près une moyenne, etc. Aujourd'hui, la justice prédictive, ce qui est de génial, mhm, c'est qu'elle analyse beaucoup plus vite qu'un avocat ou que qui que ce soit. Elle synthétise mhm, tout et elle donne une évaluation des risques et ça c'est hyper intéressant. mhm, Maintenant, mhm, dans notre matière, qui est le droit du travail, comme dans énormément de matières en droit, mhm, l'humain et la façon de présenter les choses est hyper importante. Et la place de l'avocat, la justice prédictive, c'est un outil qui est donné à l'avocat, mais ça n'est qu'un outil qui est donné à l'avocat pour l'aider à analyser les choses. Finalement, c'est peut-être donner à cette expérience qui parfois manque quand on est en début de carrière, c'est un moyen mhm, d'avoir une expérience. Le ressenti, notamment dans les contentieux prud'homaux, la façon dont on présente les choses, mhm, dont il faut, parce qu'un contentieux prud'homal, qu'est-ce que c'est? C'est raconter une histoire. Et c'est la façon de raconter cette histoire qui va faire gagner ou perdre au-delà des arguments juridiques qui sont importants, mais les arguments juridiques, ils sont sous-tendus par l'histoire. Ça, la justice prédictive, elle aura ses limites, mais c'est un mhm. outil extraordinaire quand même. C'est un outil En effet. extraordinaire, mais qui n'est pas suffisant. C'est un moyen pour Mhm, l'avocat mhm, d'arriver à, voilà, à présenter, à défendre au mieux ses clients. mhm. Myriam? Ouais, je partage complètement, encore une fois, ce que Corinne a dit et c'est vrai que, de toute façon, tous ces outils-là, je me dis que quelque part aussi, c'est intéressant parce que ça va certainement nous faciliter aussi, notre travail à nous au quotidien. Après, c'est vrai qu'il y aura toujours cet aspect humain à prendre en compte, quoi. Enfin, Mhm. que je vois. En effet. On va écouter, je vous remercie beaucoup. J'espère que cet enregistrement aura permis vraiment à ceux qui veulent se lancer, en tout cas, de voir vraiment de l'intérieur ce que ça peut donner concrètement, hein, parce que c'est vrai on a traversé, on a eu une transversale assez intéressante où vous avez abordé pratiquement tous les points. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, Myriam et Corinne. Merci à Et je vous toi. dis bon courage et excellent lancement aussi, surtout pour votre cabinet. Merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.